Demoiselle étrange présente La Table Ronce, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ce podcast vous est offert gratuitement, mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied. Si vous le pouvez et que vous le souhaitez, visitez notre site web demoiselleétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager. Sans plus tarder, lançons la discussion. Bienvenue au podcast numéro 8 de la Table Ronce. Ici Lina de Demoiselle Étrange et je suis accompagnée de Maggie Bonjour. et Nali. Bonjour. Le sujet du jour est sorcellerie et santé mentale. Je me permets de faire un petit disclaimer. Ce sujet délicat sera traité par les demoiselles selon nos vécus personnels, nos expériences professionnelles et par rapport à ce que l'on a aperçu dans notre entourage. Nous ne sommes ni psychologues ni psychiatres reconnus. Nous ne portons aucun jugement sur l'état de santé des autres et encourageons fortement la consultation avec un professionnel en cas de besoin. Les adeptes de spiritualité, de magie et de sorcellerie sont souvent perçus par le monde extérieur comme des gens particuliers, pour ne pas dire qu'ils ne sont pas toutes là, en bon québécois. Ce préjugé est évidemment sans fondement, mais en tant que pratiquant et pratiquante, vous en avez probablement déjà côtoyé d'autres qui, effectivement, avaient perdu le fil avec la réalité. On se demande donc comment la pratique peut influencer, améliorer ou au contraire teinter la santé mentale. Est-ce que la pratique aide ou non dans un état mental précaire? Maggie? Le terme état mental précaire peut être interprété de plusieurs manières. Est-ce que cette personne est dans un état dépressif, dans un état de deuil, une condition qui a été diagnostiquée? Donc, je dirais oui, il est possible que la pratique spirituelle aide, mais elle peut aussi alimenter certains états mentaux de manière plus négative. Nali? Selon moi, la ligne est mince, car si mental est précaire, ça peut signifier que la personne est prête à tout faire pour se sentir mieux, de se diriger à plein d'endroits, prendre des décisions, et ça peut aggraver la situation. Donc, je suis entre le oui et le non. Pour ma part, je pense que quand on recherche une part de bien-être dans des moments de grand down, on peut se sentir prêt à tout pour retrouver le sourire. Comme dit Nali, la ligne est mince. Je suis partagée sur la question. J'ai envie de dire oui, mais à condition d'avoir déjà de base du recul dans la vie de tous les jours. Ne faut-il pas être un peu illuminé pour pratiquer la sorcellerie? Maggie? Illuminer sur notre lien spirituel à tout ce qui nous entoure, ben oui, il faut un petit peu. Et toi, Nali? C'est une question d'équilibre, encore une fois. Mais il est vrai que de parler de notre pratique en dehors de notre cercle d'amis peut nous prévaloir le titre de personne, je dirais, spéciale, voire même étrange. Il faut aborder en premier lieu le côté plus terre-à-terre de la pratique. Je pense que toute personne ayant la foi, peu importe sa paroisse, si je puis dire, peut être considérée comme illuminée, je pense. Je pense que ce terme est employé par des gens de peu de foi. J'en ai croisé quelques-uns qui considéraient l'autre comme illuminé simplement pour aller à la messe tous les dimanches. J'ai refusé des invitations les soirs où la lune devait me chuchoter des messages. Je pense que c'est une affaire de jugement de ce que l'on ne comprend pas, de ce que l'on ne vit pas. Je n'aime pas beaucoup ce terme, je pense que vous l'aurez compris. Est-ce que la spiritualité est une nécessité d'un point de vue psychologique? Maggie? La spiritualité tente de répondre à ce qui nous est inconnu. Elle nous enligne vers un système de valeurs, nous encourage à explorer certains aspects qui sont difficiles à définir par la voie de la science, par exemple. Est-elle nécessaire? Personnellement, je pense que si davantage de gens seraient plus sensibles à la spiritualité, bien des maux seraient évités dans notre monde. Donc, ma réponse est oui, personnellement. Mais d'autre part, je conçois tout à fait que certains esprits très rationnels se pencheront plus vers un système philosophique, hein, pour faire une différence entre les deux, qui est selon moi un complément tout à fait honorable que j'aime lire et me fait réfléchir tout autant que les voies spirituelles que j'explore.
Nali? C'est complexe à répondre, c'est même délicat parce que souvent on cherche dans comment je pourrais dire ça? Spiritualité va souvent aller avec les inspirations, tout ce qui est un peu élément air, mais on oublie souvent qu'on vient au monde pour être sur Terre. Donc, ça prend vraiment la base d'être bien ancré avant de commencer à explorer, si je pourrais dire, l'univers. C'est sûr que, comme Maggie l'a nommé, la spiritualité, ça va être notre système de valeurs. Ça permet de travailler sur soi puis de s'épanouir. C'est une nécessité, mais il ne faut pas oublier pourquoi qu'on est ici aussi, là. Tout à fait. Moi, mon cœur répond oui, ma raison répond non. Ma spiritualité me fait évoluer, me réconforte et parfois elle me frustre, me fait culpabiliser. Peu importe la spiritualité et nos croyances, je pense que cela favorise le développement de l'esprit et crée une forme de bien-être. Tout le monde trouverait sa propre transcendance, à mon sens, à avoir une vie spirituelle. Cela a également un impact dans notre vie sociale, une ouverture vers une communauté ou bien un isolement parce que trop bizarre, encore une fois. Euh, et ça, peu importe la spiritualité que l'on a. Puis je dirais même, tu sais, Lina, que des fois, on pense que ça change. Tu sais, on parle comme là très positivement présentement, mais ça nous éprouve aussi. Ça nous amène dans des réflexions, ça nous confronte à des choses à laquelle la société elle nous confronte pas, elle cache, tu sais. Fait que c'est positif, mais il y a pas, il y a un peu de souffrance à travers ça dans les réflexions qu'on se fait, tu sais. Donc, je voulais juste amener cette petite nuance. C'est pas facile tout le temps, c'est pas toujours heureux. Tu sais, rentrer en soi dans notre introspection puis s'analyser, tout ça, ça fait partie de la voie spirituelle de qu'est-ce qu'on fait. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas toujours. Je suis sûre qu'on a tous déjà pleuré sur des réflexions que notre spiritualité nous a amenées par rapport à nos systèmes de valeurs et tout ça, mais ça nous permet de grandir, par exemple. Tout Oui, à fait. effectivement. Oui, parce qu'on va regarder les spectacles d'humour. Je vais faire du pouce, Maggie, sur ce que tu dis. Souvent, le monde va rire parce qu'ils vont nommer des choses qui sont tabous, des choses qu'on ne dit pas. C'est un peu comme la mort et la naissance. La mort, certaines personnes ont peur parce que c'est, comme je disais, tabou. Alors, on est à la recherche de notre spiritualité. On essaie d'apprendre à se connaître au travers différents réseaux, si je peux dire. Donc oui, tu as raison, on nomme pas les souffrances qui sont autour de ça. Mm. Tout à fait. On va au-delà de tout ce qui est codifié par les sociétés dans lesquelles on vit et ce que l'on nous a appris même parfois. Je pense au travail des ancêtres, c'est le moi, Oui. où on pense plein de choses par le biais de la société, de nos éducations. Et quand on travaille sur nous-mêmes, on découvre, on découvre que rien n'est blanc, rien n'est noir et que les nuances sont multiples et variées. Oui. Tout à fait. On passe maintenant aux questions du public. Comment voyez-vous la maladie mentale d'un point de vue spirituel? Maggie. Je vois certains troubles comme étant simplement une manière différente de voir le monde. On diagnostique, hein, je fais des petits guillemets, on diagnostique pour réparer l'humain cassé dans notre société et la manière qu'elle fonctionne, d'une part. Je vais parler, exemple, mon frère, il est Asperger. Juste à cause de sa différence, ça fait qu'il n'est pas capable de se trouver de travail. Ça fait, il est comme pas fonctionnel en société, mais c'est un humain à part entière. Puis quand j'ai parlé avec lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il y a une manière de voir les choses complètement différente puis intéressante. C'est intéressant d'échanger avec lui. Donc c'est ça. Tu as des humains comme ça qui sont comme pas dans le frame de la société. Mais d'un autre côté, il y a certains humains qui en deviennent dangereux pour leur père.
Quand on parle de psychose, de schizophrénie grave qui ne peut pas être maîtrisée, chaque cas est unique. Parfois, un esprit fort réussit à maîtriser une condition de maladie mentale aussi. Ça dépend, hein? Il y en a qui reçoivent une condition, mais qui ont la force de vivre avec. Il y en a d'autres qui l'ont moins. Donc, il y en a qui vont être capables de vivre avec ça, puis il y en a d'autres qui vont être complètement submergés par la maladie mentale. Donc, d'un point de vue spirituel, dans certains cas, ce sont des portes ouvertes sur des visions du monde peu fréquentées. Et d'autres peuvent être le penchant sombre de l'humain, car bien qu'on parle du lumineux et du côté positif de l'humain et notre désir de tendre vers cet idéal, nous ne regardons pas tous dans cette direction, et le sombre, le malsain, la colère, toutes ces choses négatives font partie de notre monde, sont portées par des personnes malades, souffrantes. Donc, est-ce qu'on pourrait se demander justement d'un point de vue spirituel, est-ce que certains humains portent ce négatif, permettant à leur père d'être allégés de cette noirceur qui a sa place dans notre monde? C'est une question intéressante que je pense qu'on peut juste aborder d'un point de vue spirituel. Super intéressant. Nelly? Oui, effectivement, Maggie, tu n'apportes beaucoup de points de réflexion. C'est épatant. C'est pour faire du pouce, encore une fois, sur ce que tu nommais. C'est pas une maladie mentale, mais mon fils, moi, il est atteint d'un TDAH sévère. Puis même si j'apporte une spiritualité autour de lui, la connexion de ce TDAH-là se fait pas dans le cerveau. Donc, c'est un mécanisme ça s'imbrique pas. Donc, dans son cas, ça prend une médication pour qu'il puisse, je dirais pas être fonctionnel, mais que lui se sente bien au travers de la société d'aujourd'hui. Donc, certaines maladies mentales, c'est aussi au niveau chimique que la connexion se fait pas. Fait que, je pense que c'est vraiment dissocier la maladie mentale de la spiritualité. Là où ce que le danger est, c'est de quelle façon que la personne va essayer de se soulager de cette différence-là avec les autres, puis d'être capable d'être fonctionnel dans sa vie, là. Donc, la spiritualité, ça peut arriver que ça ne l'aide pas, là. Je pense que j'ai un avis un peu mystifié de la maladie mentale, mais je vais le développer. Je sais qu'au Québec, je suis tombée sur une émission qui en discutait. Certains instituts de foyers pour enfants atteints du trouble autistique les appellent les enfants extra-ordinaires. Je trouve cela fantastique car les personnes atteintes de ces troubles, selon leur degré dans la maladie évidemment, sont particulièrement sans filtre. Et pour moi, cela prend tout son sens, cette appellation, de pouvoir déjà les amener dans un milieu dit ordinaire, comme toute personne atteinte d'un handicap, mais le fait de ne pas avoir de filtre et de percevoir les situations ou les émotions des autres d'une toute autre façon que nous, on pourrait le percevoir. Ensuite, de par mon expérience en tant que soignante en psychiatrie, pendant de nombreuses années, je ne le suis plus, je pense que les différentes parties de la psyché ne sont pas actives à l'identique d'une personne à une autre. Des patients atteints de démence ont souvent personnifié les voix qu'ils entendaient, ou d'autres étaient persuadés de ne jamais être seuls. Je me dis que rien n'est prouvé à ce jour, et les seuls remèdes sont malheureusement des traitements qui assomment et cachent le symptôme au lieu de véritablement guérir. Sans preuve tangible, tout est libre à l'interprétation et la spéculation à ce niveau. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce que je pense qu'il y a une partie que médicalement peut se faire, puis l'autre partie, c'est la personne elle-même. Comme on disait tantôt, tout est dans la volonté de vouloir s'en sortir aussi. Donc, je pense que quand c'est médicamenté à haut niveau, la personne, elle se laisse complètement aller, elle travaille pas là, pour qu'elle soit vraiment accompagnée. Tout à fait, même avec des troubles légers, on va dire, enfin avec lesquels on peut être quand même autonome et vivre normalement. J'ai vu des patients surmédicamentés pour être dans un état tranquille, par exemple, pour que certains parents puissent vivre quotidiennement quelque chose de, on va dire, d'apaisé, sans cri, sans peur de la bêtise, sans peur de quoi que ce soit. Et du coup, ils assommaient clairement leurs enfants.
Et je trouve ça triste qu'on n'ait pas des solutions autres à apporter à ces gens-là que la médicamentation lourde et dure, quoi. Qui plus est, donne des effets secondaires complètement hallucinants, quoi. Mais ce que tu dis aussi, ça donne, c'est à se poser la question, c'est pour qui le médicament? C'est-tu Mm. vraiment pour apaiser la personne jusqu'à l'assommer ou c'est pour apaiser les personnes qui sont avec elle? Puis je dis ça sans jugement, tu sais. Mm. Mais c'est ça, il y a comme un manque peut-être d'équilibre là-dedans entre vouloir aider la personne puis vouloir aider sa famille. Oui. Tout à fait. Ouais. Après, je mets pas la faute sur les services de psychiatrie qui sont de plus en plus débordés. Je sais pas comment c'est géré au Québec, mais du moins en France, ils sont totalement débordés. Il y a de plus en plus de personnes atteintes de troubles. Et accompagner tout le monde avec le peu de moyens qui est mis, c'est compliqué. Mais il y a Mhm. pas, je trouve que ça manque de juste milieu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sans jugement. Tout à Totalement. C'est fait. juste une observation. Fait que, Oui, oui. ouais, ouais. Vous êtes-vous intéressé aux pratiques spirituelles suite à un problème psychologique, Maggie? Ben non, j'ai pas de diagnostic concernant ma psyché. Puis j'ai une attirance spirituelle depuis l'enfance. Donc, à moins que ça date depuis l'enfance, cette chose qui m'est inconnue, cette différence peut-être que j'ai pas. Mais non, non, c'est pas suite à une dépression ou un mal-être, ce genre de choses-là. Une sensibilité depuis toujours. Oui, oui, vraiment, vraiment. Je passais mes journées dehors, proche de la nature, toute jeune. Fait que, Nali? Non, aucun problème non plus. Je me suis toujours intéressée, très intuitive depuis très jeune aussi. Moi, j'ai plutôt tenté d'accompagner les gens aux bons endroits pour apprendre sur le sujet. J'ai déjà eu une communauté sur les réseaux où est-ce que je présentais différents endroits que je considérais équilibrés parce que, comme on disait tantôt, quand les gens se cherchent, parfois ils vont pas aux bons endroits non plus. Il y a beaucoup de charlatans dans le domaine, malheureusement. Donc, je m'étais plus donné ça comme défi, je dirais. Oui. Eh bien, je dirais que moi aussi, c'est plus ou moins depuis toujours ou depuis que j'ai une dizaine d'années, je dirais. Puis, il y a quelques années, j'ai tout abandonné pour un garçon. J'étais jeune. Et une fois que je l'ai quitté, 6-7 ans plus tard, j'ai rouvert mes cartons laissés de côté chez mes parents et j'étais dans un état plutôt dépressif à ce moment-là. Et pouvoir retrouver tous mes petits objets, me recentrer à ce moment-là, retrouver une partie de moi-même, ça a été mais très salvateur. Cependant, je ne peux pas faire les louanges de mes croyances. Dans d'autres cas que le mien, à ce moment-là, j'aurais peut-être eu besoin d'une véritable thérapie. Mais je suis quelqu'un de naturellement terre à terre. Mais dans d'autres moments où je suis beaucoup plus vulnérable, eh bien forcément, je suis beaucoup plus influençable. Et c'est là où le danger est présent. Y a-t-il des troubles plus récurrents que les pratiquants semblent avoir, Maggie? Ben, clairement, une sensibilité globale accrue. On pourrait donc parler d'hypersensibilité. J'ai observé de l'anxiété aussi, des états dépressifs, des conditions que ces personnes attirées vers la pratique magique tentent de surmonter et qui aident bien des personnes, je pense, en ce sens, vraiment. Dans ce qui n'est pas nommé, mais observé, un grand désir de reconnaissance. Il y a du narcissisme aussi et de la forte émotivité, etc. Et ce qui est pour moi, c'est de la soft maladie mentale, en ce sens que les personnes sont fonctionnelles tout de même, mais on dirait qu'elles sont attirées par ces milieux-là, ces petits groupes-là. Ils sont attirés par l'ouverture des gens dans ces petits cercles spirituels-là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai. Euh, Parce que c'est un espace où est-ce que je pense qu'elles sont plus confortables.
Parce que, justement, quand que tu t'en vas dans ce genre d'endroit-là, tu sais, que ce soit réseau ou en vrai, ben, tu arrives là souvent avec une ouverture, tu as envie que ça fonctionne, tu retrouves des gens qui sont un peu comme toi, qui recherchent la même chose. Tu sais, quelqu'un qui est sain mentalement, mais les personnes qui sont moins, qui sont peut-être tu sais, dans les états que je parlais un peu plus avant, tu sais, dépressifs ou qui ont un côté narcissique, qui ont besoin de reconnaissance, mais sont attirés aussi. Puis je pense que c'est un peu pour ça, à cause de l'ouverture à la base qu'on a en général, les personnes qui, ben, comme vous et moi, là, les filles. Donc, ces personnes-là qui ont un côté un petit peu plus santé mentale soft, mais négatif, ben, ils vont souvent amener des conflits avec elles. Alors, je suis sûre qu'on connaît tout quelqu'un qui est arrivé à un moment donné dans notre cercle et qui ont foutu le bordel un peu, là. Donc, elles repartent aussi avec leurs conflits. On est chanceux, au moins, quand ils repartent avec les conflits. Mais ceci dit, ça n'arrive pas que dans les groupes spirituels, hein, on en parle, on en a déjà parlé entre nous en privé, mais ça arrive aussi dans d'autres genres de groupes qui sont un petit peu plus qui sont non conventionnels, mais pas nécessairement axés sur le spirituel. Moi, j'ai pu observer dans la dernière année une personne qui était comme ça dans un groupe que je côtoie. Puis bien qu'on avait un côté spirituel, c'est pas la teneur même du groupe, c'est au niveau de l'histoire. On est des passionnés d'histoire. Donc, cette personne-là est arrivée avec ses conflits, elle en a fait, puis après ça, elle est repartie avec. Donc, ça l'arrive. T'as un côté positif, t'as le côté négatif, en fait, aussi, qui est pas mal plus, qui nous affecte pas mal plus quand c'est le côté plus négatif. Nelly? De mon côté, c'est ce que je vois et que j'entends souvent, c'est l'anxiété, bipolarité, le TPL. Moi, je te dirais que j'ai aucun problème à côtoyer ce genre de personnes-là, même que je suis une personne qui est à la base très douce, donc ça va bien. Lorsque j'ai un malaise, je dirais que souvent, s'il y a quelque chose qui va pas, un peu comme Maggie parlait, mettons dans le cercle, là, je te donne un exemple très banal, là. La personne, elle s'absente trop souvent, qu'on a de la misère à faire fonctionner le colonne parce qu'il manque tout le temps quelqu'un. Là, tu t'assois avec la personne, puis tu lui expliques, écoute, tu sais, on essaie d'être plus assidu ou peu importe. Puis là, ces personnes-là vont souvent mettre leurs problèmes, leurs troubles sur ton dos. Donc, ça devient ton problème parce que le niveau narcissique est très présent. Donc, ça m'est même déjà arrivé de recevoir un messenger me disant que la personne ne filait pas puis que c'était de ma faute, là, qu'il fallait que je considère son état. Mais je trouve que des fois, on a le dos large entre fréquenter la personne qui a la maladie puis la porter la maladie. C'est très sensible. Comme Nali, je dirais que après, c'est difficile à répondre pour moi cette question car je ne pratique pas beaucoup avec, je pratique énormément seule et on va dire que c'est plus des relations sur les réseaux sociaux et autres que j'entretiens avec d'autres pratiquants. Mais ce que j'en vois comme Nali, c'est beaucoup de troubles de la personnalité de type narcissisme, euh, de bipolarité et d'anxiété. Et du coup, en général, par réflexe, si je puis dire, je m'éloigne de ces personnes-là ou je prends plus le temps de répondre ou parce que par simple réflexe de protection. Voilà. Peut-on développer un trouble psychologique suite à certaines pratiques? Maggie. Dans des cas extrêmes, oui. Je pense qu'une pratique spirituelle peut, par exemple, alimenter une psychose. Un autre exemple, une personne en état dépressif et fragile pourrait être entraînée dans des pratiques qui ne l'aideront pas, ou une ou des personnes profiteraient de sa vulnérabilité, ou encore pleine de bonnes intentions, parce que c'est pas toujours dans une mauvaise intention, des gens qui ont vraiment une bonne intention derrière, mais ils vont quand même nuire à la personne vulnérable parce qu'elle s'improvise thérapeute en tout genre. On pourrait imaginer plusieurs scénarios encore.
nommons seulement les sectes. Tout ça pour dire que oui, c'est possible, tout comme c'est possible que ça aide vraiment la personne. Nali? Oui, je suis d'accord avec toi, Maggie. On peut alimenter un état psychotique sans le vouloir, parce qu'on est dans un monde intangible, comme je nommais au début de notre entrevue, ce que je disais qu'on est venu au monde pour vivre sur Terre. Donc, ça peut apporter quand même ce désarroi-là. C'est là l'importance de s'ancrer. Je pense que ce qui peut aider aussi dans l'entourage, c'est quand on s'aperçoit que la personne, dans toutes ses discussions quotidiennes, est toujours dans le monde invisible. C'est de la ramener dans le monde terrestre avec nous pour créer quand même un équilibre parce qu'il va falloir qu'elle mange, il va falloir, exemple, qu'elle travaille pour arriver à ses besoins de base. Donc, je pense que c'est là qu'il y a un manque, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Oui. Et toi, Lina? Puis partagé, oui et non. Je pense que l'on peut réellement développer des troubles paranoïaques, à avoir des signes partout, tout le temps. Après, je vis ma spiritualité tous les jours. Je ne sépare jamais ma vie quotidienne de ma vie de pratiquante. Tous les jours, même au travail ou quoi que ce soit, enfin, je suis jamais dissociée. Je dissocie jamais les deux personnes en moi, on va dire. Mais je pense qu'on peut développer des troubles paranoïaques suite à des pratiques dites sombres ou autres. Mais déjà on a des fragilités, déjà quand on a eu des fragilités avant ou un passif psy. En revanche, je ne pense pas, par exemple, qu'une séance de spiritisme puisse avoir des conséquences psychologiques. Après, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui pratique énormément toute seule. J'ai peut-être cet avis parce que je n'ai pas d'exemple concret à ma connaissance. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super flagrant, hein? Puis comme tu dis, une séance de spiritisme, elle ne va pas provoquer, elle va alimenter. C'est différent. Mais tu sais, j'ai eu une expérience par rapport à une personne malade. On, on savait qu'elle n'allait pas super bien. Puis j'avais décidé d'aller la visiter parce qu'elle était toute seule. Tu sais, sa femme était partie en voyage. Puis cette personne-là, elle n'allait pas super bien, mais elle disait qu'elle était assez bien pour être toute seule. Puis je suis allée la visiter, puis je suis allée dormir chez elle une nuit, tu sais, j'avais mon petit garçon dans ce temps-là. Qu'on est allé. Puis finalement, juste ça, ça l'avait rendu anxieux, puis ça lui a fait avoir des visions. Tu sais, ça y arrivait, ça, puis ça, je l'ai appris comme par après. Je ne savais pas que ça lui arrivait, ce genre d'affaires-là. Puis on dirait que ça l'a stressé, puis ça l'a provoqué un espèce de retour dans, c'est ça, il voit des personnes, mais il sait, mais il n'est pas diagnostiqué schizophrène, c'est relié, c'est relié au Parkinson, puis c'est relié, c'est ça. Il y a des phases comme ça, mais il n'est pas diagnostiqué schizophrène. Fait que c'était comme bizarre. Puis j'ai su qu'en allant juste chez lui, l'anxiété que ça lui donnait parce qu'il avait l'impression de devoir s'occuper de nous, alors que moi, je m'en allais m'occuper de lui, ça lui a provoqué cet état-là. Fait que s'il n'a pas été mieux, tu sais, fait au-delà même de la spiritualité, des fois, tu sais, on parle de spiritualité, mais des fois, c'est des déclencheurs ou des choses qui alimentent, c'est tout simple, c'est pas... c'est ça, juste être présent dans un moment qui est comme pas, tu sais, convenable pour la personne, tu sais, provoque d'autres choses. Fait que c'est ça. On parle beaucoup de spiritualité, mais des fois, ça prend quelque chose d'encore plus simple, de juste aller visiter la personne. T'sais. On ne dit pas de ne pas aller visiter les gens, là, mais c'est pour dire comment ça peut être complexe des fois, puis c'est difficile de comprendre les états d'un puis de chacun, puis que des fois, on ne les connaît même pas, ces états-là, puis on les apprend quand on va justement juste les visiter, puis voir la répercussion après, quand ta famille te revient, puis fait « Ouais, quand tu es allé là, ouais. On n'est pas forcément apte à accueillir les émotions de chacun. Par exemple, je sais que si j'accueille plus de 6 personnes chez moi, je serai très mal à l'aise toute la soirée parce qu'il y a trop de monde, trop d'effervescence autour de moi et je peux me transformer en très mauvaise hôte. Mais c'est vrai qu'on peut servir d'élément déclencheur. On va prendre la méditation guidée.
Tu peux, dans ta méditation, diriger les gens. On va prendre l'exemple du bois. On est dans le bois, mais il y en a que ça va être comme un état de panique, ça va déclencher quelque chose, mais finalement, c'est pas ton but, là. Donc, oui, peu importe, c'est un petit geste qui peut paraître banal, peut déclencher quelque chose qui est en dormance, mais qui allait se déclencher d'une façon ou d'une autre, là. Peut-on guérir d'un trouble psychologique grâce à la spiritualité? Maggie. Guérir? Non, non, on peut pas. Rappelons-nous qu'un trouble psychologique est souvent lié à ce qui se passe dans notre cerveau, que certaines hormones ne se régulent pas comme ça devrait, par exemple. Euh, donc, l'aspect spirituel nous permet cependant d'améliorer notre hygiène de vie. Quand on tend vers quelque chose de positif, là, si on va dans quelque chose qui est comme magie noire et tout ça, là, on oublie ça, là, dans la vengeance. Mais si on prend la spiritualité du côté positif pour tendre vers améliorer justement son hygiène de vie, trouver des clés de réflexion, de s'exprimer, de retrouver une confiance en soi aussi, en ritualisant des choses, en apprenant à méditer. Donc, à pratiquer des gestes qui nous font du bien, de suivre des cycles dans la nature, d'être plus proche de ce genre de choses-là. Donc, ça devient des points d'ancrage qui peuvent aider beaucoup de pratiquants, je pense. Puis de se permettre d'avoir du temps pour soi et de retrouver son estime de soi. Donc, dans ce sens-là, oui, je pense que ça peut aider sans guérir. Ça va être juste un plus, je pense. Tout à fait. Nali? Je suis d'accord. Non, on peut pas guérir, euh, aucunement. Je dirais, si on prend l'exemple, vu qu'on est demoiselle étrange, on va prendre l'élémentaire, on va aider à porter quand même la personne dans un moment présent. Donc, je crois que ça peut apporter un certain calme comme Maggie disait, d'aller marcher dans la nature, des respirations, travailler avec les plantes, amener quelque chose que la personne s'éloigne, même si c'est 5 minutes, s'éloigne de ses pensées toxiques. Mais non, on peut pas guérir. Ça prend vraiment un médecin pour accompagner la personne. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Nali, et je rejoins Maggie aussi, on peut trouver du réconfort, mais guérir, non, certainement pas. Je renvoie au trigger warning du début de ce podcast. Pour guérir de quelque chose, on va voir un médecin ou quelqu'un d'agréé dans sa fonction. Est-ce que les thérapeutes spirituels doivent avoir certains traits psychologiques pour pratiquer? Maggie. Oh là là, c'est une épineuse question que vous posez. Je dirais seulement que j'ai fait la différence, que je fais la différence entre ceux qui disent qu'ils vont te guérir, t'accompagner dans un but de guérison, tu sais, les promesses, là, euh, un peu inatteignables. Je fais davantage confiance aux personnes qui parlent d'exploration de soi, jamais dans un contexte de thérapie directement, sauf si la personne a des formations en ce sens. Là, je ne parle pas d'une formation d'une fin de semaine. Là, OK? C'est une formation de fin de semaine, c'est une formation pour toi, pas pour après ça appliquer ça aux autres. Pour ce qui est des traits psychologiques, c'est des personnes qui ont beaucoup d'assurance, de charisme. Ils peuvent être aussi manipulatrices. Hein? Quand on ne va pas bien puis que quelqu'un vient avec des promesses, hein, c'est de la manipulation. Ne veut pas, elle va dire ce que tu veux entendre pour arriver un peu à ses fins. Que ce soit spirituel ou d'autres sujets, mais elles croient vraiment ce qu'elles disent, ce qui rend tout difficile à reconnaître qu'on a besoin d'entendre. Hein, dans les moments qu'on a besoin de juste entendre, je vais t'aider pour vrai, moi. Tu sais, avec une main sur l'épaule, ça fait du bien entendre ça quand on a besoin. Donc, ce sera dans un contexte de vulnérabilité. Tu sais. Nali? Ah, je perçois la main sur l'épaule, oui, effectivement. Mm. Moi, je crois que les thérapeutes spirituels, ça devrait pas influencer cette clientèle-là. Mais en même temps, je dis ça, mais souvent, je pense qu'ils savent même pas au départ que c'est une clientèle plus fragilisante. La personne ne le dira pas en arrivant, je suis bipolaire, je suis TPL ou peu importe.
la personne va le découvrir en cours de route. Donc, ils ne sont pas toujours responsables de leur clientèle, mais le sachant, bref, s'ils savent à l'avance, non, ils ne devraient pas toucher. Les médecins ont quand même une formation très longue pour gérer les états psychiques qui proviennent du cerveau. Mais en même temps, tu sais, c'est une clientèle facile, c'est une clientèle où il y a beaucoup d'argent qui en découle, c'est très payant. Ah, c'est quasiment fâchant comme question. Oui, c'est ça. Non, ils ne devraient pas s'occuper de ces gens-là. J'ai l'impression d'être très catégorique dans ce podcast, mais pour moi, thérapeute et spirituel ne devraient même pas être des mots associés ensemble et être dans la même phrase. C'est sujet à de trop nombreuses dérives faciles et je pense notamment aux personnes vulnérables qui vont voir ces thérapeutes spirituels pas par envie, mais par besoin. Et c'est là que tout peut devenir une dérive pour moi. Doit-on se méfier de certains signes ou red flags par rapport à des guérisseurs? Maggie. Je suis en train de lire présentement un livre sur l'intelligence sociale. Donc, on est super bon à déceler le mensonge et la manipulation. Ça a été prouvé scientifiquement. Quand on tombe dans ce genre de piège malgré tout, de se faire dire que ça va bien aller, qu'en suivant ce que la personne nous dit, ça va nous aider, puis tout ça, puis cette fameuse main sur l'épaule, en fait, c'est qu'on ne s'écoute pas parce qu'on a toujours cette petite voix-là qui va faire comme « Ah, tu devrais peut-être pas aller là ». Mais entre ça, ta petite voix qui te dit, puis ton envie d'aller mieux, des fois l'envie d'aller mieux, puis d'avoir envie de recevoir ce que la personne te dit, tu sais, ah, je vais t'aider, tu sais, c'est plus fort. Donc, quand on tombe dans ce piège-là, c'est qu'on ne s'est pas écouté. Et c'est ça, on a besoin d'être pris en charge des fois dans la vie. Puis ça peut se retrouver dans des pas bonnes mains. Si tu as envie d'une expérience spirituelle, je pense que le contexte d'aller vraiment mal, c'est pas le bon. À moins que tu connaisses vraiment la personne guérisseuse, entre guillemets, c'est bien avant de ne pas bien aller. Si tu la connais d'avant puis que tu as vraiment une confiance, que tu as déjà travaillé avec elle dans un contexte positif, là, je pense qu'il peut vraiment avoir quelque chose de positif qui peut en découler. Mais sinon, non. C'est non. Je pense aussi qu'on se tourne vers vers ces personnes-là, parce qu'on a honte de ne pas bien aller. On ne veut pas déranger nos proches et nos amis. Hein? Il y a ce contexte-là aussi. Et pourtant, c'est vers eux qu'on devrait se tourner. C'est des personnes en qui on a déjà confiance puis qui nous connaissent. T'sais. Donc, ce serait vers elles qu'on devrait se tourner. Mais c'est ça, l'espèce de honte de déranger, tout ça, des fois, vient aussi en contexte de faire le choix de personnes qu'on ne connaît pas. Nali? Oui, moi, je crois qu'il faudra avoir une méfiance totale. Moi, déjà, le mot guérisseur, ça me fait courir assez vite, merci. Je pense qu'on devrait être plus dans un rôle, ces personnes-là devraient être dans un rôle d'accompagnement, sans dire guérisseur, on s'entend toujours, un support pour l'écoute, parce qu'à quelque part, ils ne connaissent pas assez, ils ne te connaissent pas. Donc, ton parcours de vie, quand tu vas en parler, logiquement, tu vas être dans tes perceptions à toi. Donc, les distorsions des événements passés, lui, il les détectera pas. Fait que je crois pas que le résultat va être positif. Donc, comme Maggie l'a nommé, je crois vraiment qu'il faut se tourner vers ses amis parce qu'ils te connaissent, ils savent, là. Des fois, c'est parce que tu veux pas nécessairement entendre des vraies choses, là, aussi, là. Mais non, moi, j'aurais une méfiance. Je m'en irais pas vers ça. C'est un sujet que j'adore et je pense qu'il me faudrait un podcast entier pour en discuter. Je vous donne des clés à la fin de ce podcast pour que vous soyez autonome dans la recherche du bon praticien. Il est monnaie courante, en 2023, de monter un site pour sa petite entreprise thérapeutique, entre guillemets,
C'est chiant et parfois long, mais vérifier la présence de conditions générales de vente et comment, en cas de litige, ça se passe. Je sais que l'on n'y pense pas forcément de prime abord, mais croyez-moi, ça peut être utile quand les prestataires n'honorent pas forcément leurs prestations à distance. Dans un second temps, fuyez les comptes où on vous vend du rêve du type «Devenez une véritable sorcière en 22 jours pour la modique somme de 666 €». Si, je vous jure, ça existe encore et des centaines de personnes tombent encore dans le panneau d'avoir 1000 vérités et enseignements en ouvrant un PDF. Des offres sont souvent bien alléchantes, bien garnies. On vous offre même des goodies avant d'accéder par un paiement à une plateforme. Renseignez-vous auprès des gens republiés par les prestataires. Demandez ce qu'ils ont pensé des prestations ou des formations. C'est parfois l'occasion de briser la glace avec d'autres pratiquants et de faire de chouettes rencontres. Évitez les personnes qui ne se remettent pas en question aussi, qui exploitent leur activité comme la seule et unique vérité. Ils ont des façons de faire très reconnaissables. Ils emploient des termes comme «il faut que tu fasses ça», «tu dois faire ainsi», «c'est ainsi fait», «c'est la vérité». Et surtout, écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, fuyez. Comme le suggère Maggie, si vous avez des amis qui pratiquent, en qui vous avez confiance, et vous avez peut-être déjà été satisfait de leurs prestations, allez vers ces personnes, renforcez vos liens. Y a-t-il réellement de la magie ou est-ce que les pratiquants ne vivent pas plutôt une simple fantaisie? Maggie, Ben, la magie, elle existe, les énergies existent, l'invisible, les autres mondes, c'est pas juste comme on le voit dans les films non plus, hein. C'est subtil, mais c'est bien là. C'est mon avis personnel, bien sûr. On peut le voir, mais sans les yeux. Nous avons d'autres sens. On est aussi explorateur du monde onirique, du monde des idées, du monde de l'imagination. Donc, elle est là et accessible à tout le monde à qui veut le voir, le ressentir. Nali? J'ai quasiment envie de pas répondre, Maggie, elle a fait tellement un beau résumé. Mais oui, 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 la magie existe. Ça se trouve pas dans la fantaisie. Faut être terre à terre puis avoir des bonnes intentions. Pour ma part, c'est vraiment le monde onirique qui me guide le plus, mais oui, c'est très, très présent. Nous pensons manipuler des énergies, mais les énergies nous manipulent. Oui, il y a de la magie en toutes choses, de la composition de nos cellules jusqu'à l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est déjà de la magie. Les pratiquants en sont pour moi les observateurs, les cheminants vers la compréhension de cela. On exploite cela par nos prismes, en essayant d'aller toujours plus loin, ce qui fait la force de notre domaine. Nous sommes plus sensibles à nos corps éthériques, plus conscients du monde qui nous entoure. Une fantaisie? Je pense que nous sommes les êtres les plus reliés à notre propre pouvoir en tant que pratiquants, les plus sensibles au monde qui nous entoure et à sa préservation. Bien sûr, on ne sauvera pas le monde du chaos comme la science-fiction nous le fait croire, mais la magie est partout à celui qui sait l'observer. C'est si bien dit. Oui. Le conseil des demoiselles. Maggie. Un conseil, je dirais seulement ceci, comme je l'ai dit par le passé également. Attendez pas d'aller mal pour élaborer une pratique spirituelle. Ne remettez pas votre douleur entre les mains des autres. Demandez de l'aide à des personnes de confiance de votre entourage. Donnez-vous le droit d'être indécis et de prendre le temps de bien sonder vos ressentis face à des décisions ou des propositions qu'on pourrait vous offrir. Il y a des organismes qui peuvent vous guider vers de vraies aides et explorer ensuite ces expériences qui vous attirent quand vous vous sentirez un peu mieux, hein? Donc, prenez soin du corps avec la science qui est derrière tout ça, les thérapeutes, les médecins qui ont des formations, puis ensuite aller explorer le spirituel. Les thérapeutes improvisés vous diront que c'est le moment quand on va pas bien, hein, d'aller dans la voie spirituelle puis de se confronter à tout ça. Mais je pense qu'on doit au moins avoir maîtrisé la situation par soi-même au niveau du corps avant d'explorer des avenues plus spirituelles. Vous n'en ressortirez qu'encore plus grandi, je pense. Très bon point. Nali? J'ajouterais à ça que lorsque vous êtes dans les émotions, c'est pas le bon moment de pratiquer. Les hautes émotions sont dans l'instabilité, c'est courant, c'est reconnu.
Elles ne font que confondre vos besoins et vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous allez détester ce que je vais dire peut-être, mais la spiritualité, c'est comme le psy. Il faut y aller même quand on va bien. Comme dit Maggie, ne pas attendre d'être mal pour s'y mettre. C'est facile de vouloir de l'aide dans ces moments-là, mais il faut aussi penser à donner quand pour nous ça va. Je parle d'un point de vue de pratique, bien entendu. Et surtout, méfiez-vous des réseaux sociaux, des prestations très chères qui vous y sont proposées, de la façon dont certains prestataires peuvent vous parler. Personne n'a à vous dire il faut ou tu dois, je me répète, mais personne n'a la vérité dans ce domaine. Nous pratiquons un art, pas une science. Il est important de le rappeler coûte que coûte. Ça marche également dans l'autre sens. N'imposez pas vos croyances aux autres. Je vous donne d'ailleurs quelques tips en suivant. Pour reconnaître les gourous sur les réseaux sociaux à travers les grandes lignes de parapsychologie, il y a la page de Coup de grâce podcast, dont l'auteur est Anna, de la boutique des Cristaux d'Anna, et qui donne de son temps et un maximum de ressources pour débunker les dérives de la sphère spirituelle en ligne, ayant elle-même été victime de cela. Il y a le collectif Avis, qui parle des arnaques sur les réseaux sociaux plus globalement. Si vous avez le moindre doute sur un prestataire, vous pouvez consulter le site signal-arnaque.com en rentrant le nom du site dans la barre de recherche. Vous verrez le taux de fiabilité ainsi que les commentaires d'autres consommateurs. Et dans des lignes un peu plus conventionnelles, si jamais l'un de vos proches est touché par une dérive sectaire ou autre, vous avez le site des mivilude.couve.fr, le numéro de SOS Amitié, le 09 72 39 40 50, et SOS Suicide au 31 14. Pour ce qui est du Québec, vous avez Jeunesse J'écoute au 1 800 668 68 68 ou le 811, c'est une infirmière qui répond pour vous guider, et le 1855 avant de craquer. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Oui, merci. Et merci à vous les filles. Hop. Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoiselleétrange.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.